Un ultimatum de 3 mois a été lancé par le président de la République Félix Tshisekedi à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est car selon lui, elle ne remplit plus sa mission qui au début était de combattre le M23 et à l'international afin de bénéficier des financements de la part du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire s'est engagée à remplacer le système de subvention universelle aux produits alimentaires et aux carburants par des transferts financiers ciblant les couches les plus vulnérables de la société. C'était pour vous les titres de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons par cette info. Au cours de sa visite d'État de 3 jours au Botswana, le président de la République Félix Tshisekedi a profité de ce pays d'Afrique australe dans le secteur de diamants avec pour objectif relancer l'industrie du diamant en République démocratique du Congo qui est en faillite. Félix Tshisekedi était accompagné des experts impliqués dans la relance de la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. Le renforcement des liens de coopération entre la RDC et le Botswana a aussi fait l'objet de sa visite. Rachel Misenga au commentaire. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Félix Tshisekedi, s'est rendu ce mardi 9 mai au Botswana pour une visite d'État de 3 jours. Indépendant depuis bientôt 60 ans, le Botswana aujourd'hui est un modèle de réussite grâce à sa manne diamantaire qui stimule le développement de ses infrastructures. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accompagné des experts impliqués dans la relance de la minière des Bakwanga, compte s'inspirer du modèle du Botswana pour la relance de l'industrie du diamant actuellement en faillite en République démocratique du Congo. Il a été chaleureusement reçu par son homologue de la République du Botswana, Eric Mokwesi, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Après salutation officielle, danse folklorique préparée à son honneur, le président de la République a été amené dans le palais présidentiel de Gaborone où il a été préparé un tête-à-tête. Chaleureuse poignée de main, petit tour du propriétaire, le chef d'État se sont ensuite retirés pour un moment d'entretien. Les questions de renforcement de liens de coopération dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont pris une bonne place dans leur entretien. Quelques heures après leurs échanges, Félix Tshisekedi et Eric Mokwesi ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président de la République du Botswana a fait des éloges à son invité de marque qu'il considère comme étant le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe pour sa vision de l'Afrique intégrée et développée. Il a par ailleurs manifesté toute sa volonté à renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Prenant la parole à son tour, Félix Tshisekedi dit avoir des échanges fructueux avec son homologue Eric Mokwesi, de nature à lancer les progrès dans les relations entre les deux pays dans le cadre du secteur des mines. Dans le cadre de cette visite, le président Tshisekedi est appelé à visiter la mine Chwaleng située à 150 km de Gaborone. Et en tant que président en exercice de la SADC, il a consacré cette journée de mercredi à une séance de travail au siège de la SADC. Je l'ai dit au sommaire, alors que le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est a demandé 6 mois supplémentaires pour le nouveau mandat de la force régionale, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé un ultimatum de 3 mois à cette force qui, selon lui, ne remplit plus sa mission qui, au départ, était de combattre les M23. Annoncé hier mardi devant les journalistes pendant une conférence co-animée avec son homologue botswanais, toujours avec Rachel Misenga. Alors qu'il était en conférence de presse co-animée avec son homologue de Botswana, Eric Mokwesi, à la capitale Gaborone, où il séjourne depuis ce mardi, Félix Tshisekedi a donné un ultimatum à cette force, une sorte d'une nouvelle chance qui sera suivie d'évaluation. Après que le secrétaire de l'EAC a demandé 6 mois supplémentaires pour le nouveau mandat de cette force, Félix Tshisekedi, devant le journaliste, que cette force aura sans aucun doute 3 mois, c'est-à-dire jusqu'en juin.
L'avenir de cette force de l'EAC en RDC devient de plus en plus incertain car son action semble paraître comme une déception aux yeux des autorités congolaises. Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23. Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi, monsieur le général Jeff Niaga, qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur. Signalons qu'avant d'atterrir à Gaborone, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part la veille aux travaux du sommet de la SADC à Windhoek, où les questions de la sécurité du Congo-Kinshasa ont été abordées avec comme point d'orgue un engagement sur le déploiement des militaires des pays de l'Afrique australe de l'Est en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, a reçu mardi 9 mai le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katembe, qui est venu lui informer officiellement du lancement à Kinshasa du contrôle systématique du respect par les entreprises principales des règles de la sous-traitance, avec Enoki Sey. La loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo a été élaborée non seulement pour le secteur minier privé, mais aussi et surtout pour d'autres branches de l'économie congolaise. C'est ainsi que le DG de l'ARSP a pris le soin d'informer les gouverneurs de la ville de Kinshasa du lancement du contrôle systématique du respect par les entreprises principales de cette loi. Miguel Kachal a appelé ces entreprises à une franche collaboration. Il y a ceux qui pensaient peut-être que le contrôle ou l'ARSP c'était uniquement dans les sociétés minières. L'ARSP ou l'autorité de régulation de la sous-traitance n'intervient pas seulement dans les sociétés minières, ça ne concerne pas seulement les mines, ça concerne toutes les activités de l'économie nationale. Cette mission d'inspection et de contrôle ne va pas seulement se faire à Kinshasa, elle va se poursuivre dans d'autres provinces du pays. C'est comme ça que nous avons commencé dans la ville-province de Kinshasa et après nous allons entamer notre contrôle dans d'autres provinces. Donc ce n'est pas seulement les mines, c'est dans tous les secteurs de l'économie nationale où nous voulons avoir ce développement et voir aussi cette classe moyenne congolaise se développer dans tous les secteurs économiques. Parce qu'il s'agit aussi de la diversification de l'économie nationale. Pour sa part, le gouverneur Gentini Ngobila a salué le début de ces contrôles qui va démarrer dans sa juridiction. L'insalubrité règne en maître au marché Zikida dans la commune de Kinshasa. Ajoutez à cela le délabrement de l'avenue Dima qui constitue l'entrée principale de ce marché. Cette situation met en mal les usagers de cette route et les vendeurs de ce marché qui ne savent plus à quel sein se vouer. Un reportage réalisé par Patience Lokeke et Giscard Tamba. Nous sommes sur l'avenue Dima, située au marché Zikida dans la commune de Kinshasa, une avenue réputée par la vente des épices et produits culinaires, où l'insalubrité bat son plein. Outre que le problème de l'insalubrité, il faut dire que la chaussée se trouve aussi dans un état de délabrement très avancé. L'un d'entre les vendeurs trouvés sur place a lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Ouais, salité oyo ezokoma suite ya négligence ya bakonzi. Basalongo ba ebisaka biso basala te lo mo te na basalongo parce que salongo faut tomona un changement. Soki boaki samedi okutaka chasser botika yango pe ka ezala.
mais tofutaka bambongo ya basenisema, tofutaka bambongo badepo awa bazoteka su bien te mpona baclient bayeba kote eza te. Tala nga na komi na babuti nauti ndako na ngai me namemi buti na chasse mpo na nini nayosala basha na wenze awa nasomba babiloko baprovision na ngai ndako. Mais bato mosusu bazokoka koarrive ate so aza na buti te omona biloko mosusu alinga somba atala nga na mosika. Mbula soki ebeti awa inondation oyo esalamaka awa tokamwa lelo kubokuta ya deuxième jour mbula ebeti te. Mais soki mbula ebeti awa na bino apesi bokomi bokokoma ngo te po poto ezalaka awa ya kosakana te. Cette situation qui date longtemps, hormis le fait, ne favorise aucunement l'accès libre des clients au marché et expose les vendeurs aux multiples maladies. Une brève dans ce journal. Nouvelle date des élections à la Fédération congolaise de football association vient d'être connue. Selon le chronogramme rendu public ce mercredi 10 mai par le comité de normalisation, l'Assemblée générale extraordinaire et élective aura finalement lieu le samedi 11 novembre 2023. Les élections des membres des comités entités sont prévues du 20 juillet au 7 octobre 2023. Des ententes jusqu'aux différentes ligues nationales et provinciales. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochaine édition. Et ce soir, il s'agit de M. James Osako, coordonnateur au sein de l'ONG IPG-ID qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va bien, merci. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir, mais on va poursuivre avec l'actualité et on va vous revenir dans peu de temps. Voilà, parlons à présent. L'actualité, c'est aussi au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Faisons place à la page internationale. Le groupe bancaire sud-africain Standard Bank Group, les besoins de l'Afrique subsaharienne en financement nécessaire au déploiement des énergies renouvelables à l'extraction des métaux critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale s'élève à plus de 700 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Standard Bank plaide pour la mobilisation de sa majeure partie des fonds auprès des investisseurs étrangers. Suivez. L'Afrique subsaharienne a besoin de plus de 700 milliards de dollars américains au cours de la prochaine décennie afin de développer les énergies renouvelables et exploiter le mine de métaux nécessaires à la transition énergétique. Les ressources financières dont disposent les secteurs bancaires en Afrique subsaharienne seront insuffisantes pour permettre de soutenir entièrement ces initiatives. La majeure partie de fonds devrait être mobilisée par des investisseurs internationaux qui souhaitent se développer dans les secteurs des énergies renouvelables ou jouer un rôle important dans l'exploitation de minerais critiques. L'Afrique détient entre 20% et 90% de réserves mondiales de 11 minéraux nécessaires à la transition énergétique comme les métaux du groupe du platine, le cobalt, le chrome et le zircon, selon un rapport publié en novembre dernier par l'Institut de gouvernance des ressources naturelles. Bien que le continent possède le plus grand potentiel solaire au monde et un important potentiel éolien, ses capacités électriques renouvelables installées ne représentent qu'environ 1% de capacité solaire photovoltaïque et éolienne mondiale alors que plus de 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. Voilà, je me tourne vers notre invité de ce soir, M. James Osako, coordonnateur au sein de l'ONG IPG-ID. Monsieur James Osako, votre ONG organisera une activité dans les jours qui viennent. Parlez-nous un peu de cette activité, où et quand elle va se tenir. Bon, merci madame pour la parole. Nous allons organiser une activité qu'on a nommée Gala scientifique Osti Oil 2023. Et ce gala va réunir tous les étudiants dans le secteur pétrolier et aussi il y aura des entreprises qui exercent dans le secteur pétrolier. Le but de ces galas, c'est de plébisciter l'intelligence pétrolière, comme on l'appelle, de proclamer la meilleure université de formation pétrolière au cours de l'année 2023. Ok, voilà. Et dites-nous un peu quand est-ce qu'elle va se tenir et où et quand en fait. D'accord, merci madame.
Ça se tiendra à l'hôtel Memling le 23 juin 2023 de 13h à 19h. Oui. Voilà les timings. D'accord. Monsieur James Osako, quel est l'intérêt pour la population de prendre part à votre activité parce que vous parlez d'un gala scientifique. Quel est l'intérêt de la population? Bon, la population, elle a tout intérêt parce que vous savez que le développement d'un pays est aussi lié aux énergies et qui, par le pétrole, par l'énergie la plus consommée au monde. Et le pétrole apporte le développement dans plusieurs axes de la population. Et cette science pétrolière, elle est une science pluridisciplinaire et elle est aussi complexe. Alors les acteurs du secteur doivent plutôt développer plusieurs intelligences, notamment dans la réflexion de comment le pétrole peut apporter des développements en République démocratique du Congo. Et nous voulons, par rapport à ces gars-là, présenter l'élite pétrolière, parce que nous formons de jeunes. Il y a en globalité 4 universités qui forment les gens dans le secteur pétrolier. Et nous avons voulu réfléchir ensemble avec ces universités pour sortir la crème des crèmes. Et peut-être que dans ces gars-là, il y aura en fait des innovations qui vont aider l'industrie pétrolière congolaise à prendre de l'ascenseur. Et aussi, cette industrie permettra que les œuvres sociales soient faites au niveau de la population. Voilà, merci Monsieur James Osako. Je vous reviens dans quelques minutes. On va poursuivre avec l'actualité. Selon le Fonds monétaire international, le gouvernement ivoirien s'est engagé à remplacer le système de subventions universelles aux produits alimentaires et aux carburants par des transferts financiers ciblant les couches les plus vulnérables de la société pour bénéficier de financement de la part du Fonds monétaire international. Suivez. Le subvention généralisée aux produits alimentaires et aux carburants qui profitent jusqu'ici à toutes les couches de la société devrait être remplacée par des transferts financiers ciblant les personnes les plus vulnérables. Les autorités ivoiriennes se sont donc engagées à élargir le filet social, indiquant que la Côte d'Ivoire dispose d'une marge de manœuvre pour augmenter la taxe sur la valeur ajoutée et revoir les exonérations de l'impôt sur les sociétés. Le pays d'Alassane Ouattara n'a qu'un risque modéré de surendettement et n'aura pas besoin de restructurer sa dette pour accéder au financement du Fonds monétaire international. Pour accéder au financement du Fonds monétaire international qui avait annoncé début avril dernier être parvenu à un accord avec le gouvernement ivoirien sur un programme de financement de 3,5 milliards de dollars américains pour soutenir les réformes visant à assurer une transformation économique plus profonde du pays. L'institution de Bretton Woods a également précisé que la Côte d'Ivoire a subi les contre-coups de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le resserrement de politiques monétaires à l'échelle internationale qui ont renforcé le déséquilibre macroéconomique du pays. C'était un commentaire de Jojo Umulamba. Je reviens à M. James Osako. Vous voulez faire valoir le secteur de l'énergie grâce à cette activité, grâce à ce gala scientifique. Mais en juillet 2022, le président de la République avait lancé des appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Quelle est votre lecture quant à ce, étant donné que vous êtes dans ce secteur ? Bon, par rapport à ça, j'ai dit que c'est déjà l'avancée parce que généralement, nos ressources pétrolières, notamment notre potentiel à pétrole, n'est pas vraiment exploité. Nous avons plusieurs bassins pétroliers, nous avons plusieurs gisements et nous sommes parmi les pays producteurs le moins influents dans le monde. Oui. Alors, cet appel d'offres, c'est salutaire d'une part parce que les richesses du Congo, vous savez, la RDC est potentiellement riche et il faut prendre cette richesse pour la rendre palpable et réelle. Je ne peux que saluer cette initiative, sauf que nous évoluons dans le sens où, au lieu de faire des appels d'offres, que la RDC soit capable d'exploiter son propre pétrole, de les transformer, de les soumettre à la consommation de la population et au-delà de la population, l'excédent, l'exporter et ramener la devise, comme on aime bien le dire, le pétrodollar. Voilà ce que nous souhaitons. Voilà. Dites-nous, vous êtes coordonnateur de l'ONG IPGID. Parlez-nous brièvement un peu de
cette ONG? Ok, merci. Aujourd'hui, je viens à la casquette de l'IPG-ID. Ok. Mais M. James Osako a plusieurs casquettes. Et vous verrez revenir encore dans ces plateaux sous une autre casquette. J'étais là comme étant l'analyste politique du parti AFDCA. Et maintenant, je reviens pour l'IPG-ID, dont j'assure la coordination. Oui. En fait, si je peux vous parler de l'IPG-ID, c'est d'abord une institution du pétrole et des gaz, Intelligence and Development. Voilà, nous avons parlé de l'intelligence. Là, nous voyons le monde scientifique, la formation pétrolière, ainsi de suite. Et cette intelligence-là doit travailler pour le développement du secteur pétrolier d'abord et par voie d'entraînement de la RDC. Alors, dans cette ONG, nous travaillons sur l'établissement d'un pont entre des étudiants qui apprennent le pétrole, mais qui de fois ont des difficultés d'opportunités d'emploi, d'une part, et d'autre part, il y a des sociétés pétrolières qui sont à la recherche des cerveaux, des têtes du secteur pétrolier. Et généralement, dans le domaine pétrolier, la difficulté, c'est qu'on vous demande d'avoir déjà une expérience professionnelle, mais tandis que vous sortez fraîchement de l'université. Et l'IPG-ID veut aider les étudiants d'avoir l'opportunité d'abord de formation, l'opportunité d'avoir la possibilité de faire des stages professionnels dans des sociétés pétrolières et d'avoir l'expertise non seulement scientifique, mais l'expertise qu'on appelle l'expertise professionnelle. Et comme ça, quand on le prend comme produit brut après la fin de ses études, on le raffine, on le transforme par la formation, par l'apprentissage professionnel, et on le présente comme produit fini auprès des entreprises pétrolières. Et nous voulons être ces ponts-là. Ça semble ne pas être une tâche facile aussi. Ouais, la mission, elle est grande. La mission, elle est grande. Bon, à part le fait d'être coordonnateur de l'IPG-ID, je suis assistant à l'Institut du pétrole et du gaz, IPG. Et j'étais aussi assistant à l'université franco-américaine pendant qu'il faisait le pétrole. Et j'étais assistant à l'Institut supérieur des techniques de Kinshasa pendant qu'il y avait aussi le pétrole dans cette institution. Mais actuellement, il n'y a plus cette faculté. Là, c'est ma carrière scientifique. Mais côté professionnel, je suis représentant d'une multinationale pétrolière, Sahara Energy, et dont je gère la branche RDC. Alors, étant sur le milieu scientifique et dans le milieu professionnel, je sais quel parcours de combattant moi j'ai dû faire pour arriver au niveau dont j'ai atteint. Et je n'aimerais pas exposer l'étudiant moyen, parce que moi je fais partie des élites dans ma profession, et je n'aimerais pas que l'étudiant moyen se sente complexé parce qu'il n'a pas de boulot, parce qu'il n'a pas la compétence requise. Nous voulons pallier à ça. Voilà pourquoi d'une part nous travaillons sur ces côtés scientifiques et nous voulons encore amener le côté professionnel. Voilà pourquoi pendant l'activité, il y aura plusieurs sociétés pétrolières qui seront là et il y aura beaucoup d'experts pétroliers qui vont exposer sur le développement de l'industrie pétrolière en RDC et il y aura la crème des crèmes des étudiants parce que toutes les universités vont compétir sous 3 rubriques et la meilleure des universités, dont la meilleure de facultés, sera plébiscitée et c'est cette crème-là que nous allons présenter comme la matière grise aux sociétés pétrolières qui seront présentes. Voilà. Merci à vous, Monsieur James Osako. C'était tout pour ce soir. C'est à moi de vous remercier et je remercie aussi la rédaction de Géopolis de m'accorder toujours l'opportunité de venir parler sur vos plateaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre façon de vous informer, mesdames et messieurs, faisons place à la revue de presse. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette revue de presse. Le journal paru dans la ville ce mercredi se sont apaisantis sur la situation de l'EAC ainsi que le drame des Calais. D'abord Africa News qui titre en sa manchette « Force de l'EAC, la fin de l'idylle ». Le journal ajoute « Mardi depuis Gaborone, la capitale du Botswana, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé le probable départ de la force de l'EAC du territoire national. Une surprenante fin de l'idylle déjà envisagée par Kinshasa juste après le premier bail.
Tshisekedi a donné les raisons de ces désamours soudains entre Kinshasa et cette force multinationale. Aujourd'hui, dans certaines localités, il y a eu une cohabitation observée entre les contingents de l'EAC et les rebelles du M23, ce qui n'était pas prévu dans le programme, a dénoncé Félix Tshisekedi. De son côté, Congo Nouveau titre, Nord Kivu vers un duel EAC-SADC. Le journal poursuit en disant « Alors que l'accord de Luanda leur donnait un mandat offensif, c'est-à-dire pouvant faire la guerre aux rebelles du M23, le commandant kenyan va surprendre lors d'une conférence de presse tenue à Goma. Nous ne sommes pas venus pour faire la guerre, mais pour aider les Congolais à dialoguer entre eux, avait lancé le commandant kenyan, un discours soutenu par le président de l'Ouganda et la présidente de la Tanzanie. Face à la politique ambiguë de ses alliés de l'EAC, le président Félix Tshisekedi vient de se tourner vers la SADC qui a levé l'option d'envoyer ses troupes à l'est de la RDC. Pour ce qui est du drame à Calais, Géopolis titre en ces termes notable du Kivu, Julien Paluku appelle à la solidarité du cœur pour atténuer la douleur. Avant de poursuivre, touché dans son fort intérieur comme des millions de Congolais, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a exprimé au tabloïd de l'avenue Isiro sa douleur face au drame de Calais avec 401 morts de Congolais emportés par les glissements des terres dus aux inondations. Notable du Grand Kivu, Julien Paluku appelle la population à plus de solidarité dans le moment aussi tragique que celui-ci. Fin de cette revue de presse, au revoir. Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, place au rappel des titres. Un ultimatum de 3 mois a été lancé par le président de la République Félix Tshisekedi à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, car selon lui, elle ne remplit plus sa mission qui au début était de combattre le M23 et à l'international afin de bénéficier des financements de la part du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire s'est engagée à remplacer le système de subventions universelles aux produits alimentaires et aux carburants par des transferts financiers ciblant les couches les plus vulnérables de la société. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Juste après, vous allez suivre le match aller AC Milan, Inter Milan, comptant pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Il sera commenté par Blessed Kuzola. Au revoir.